Nous allons entamer le chapitre 1 où il s'agira de parler de l'état d'un objet quantique. Nous allons aborder ce sujet en mettant d'abord en évidence les particularités de ce qu'on appelle un objet quantique à travers une interférence qui sera faite avec des particules individuelles. Après cela, donc, nous allons aborder la notion d'amplitude de probabilité et nous allons achever le chapitre par l'espace de Hilbert et la notion du qubit. À l'issue de ce chapitre, l'étudiant devrait être capable de comprendre à travers l'expérience d'une interférence à une particule la nature fondamentalement probabiliste ou un déterminisme des phénomènes quantiques. Il devrait être capable aussi de comprendre les concepts nouveaux qui vont se dégager, tels que la notion d'état quantique, d'amplitude de probabilité ou d'amplitude de transition d'un état à un autre, la superposition d'états ou la notion de qubit et comment on manipule toutes ces entités-là dans l'espace de Hilbert qui est un espace complexe. Bien, pour ce qui est de l'interférence à une particule, nous allons utiliser ce qu'on appelle un interféromètre de Mach-Zehnder, lequel est composé d'une source laser, des séparateurs de faisceaux qu'on appelle en anglais beam splitter. Il y en aura deux, un là et un autre là. Et on va aussi utiliser deux miroirs. Quand on introduit sur l'un des chemins, on parle des chemins, c'est-à-dire qu'on a le chemin du bas et le chemin haut, c'est-à-dire que le chemin supérieur et le chemin inférieur. Lorsqu'on introduit sur l'un des chemins une lame qu'on appelle déphaseur, une lame de phase phi, qu'est-ce qu'on constate? On constate donc une figure d'interférence qui dépend de la phase phi. Donc sur le plan pratique, on obtient quelque chose qui ressemble à cette figure-là. Pour se résumer, sur le plan classique, avec l'interféromètre de Mach-Zehnder, on constate que l'intensité lumineuse sur l'écran est une fonction oscillante de la différence de phase phi entre les deux chemins, le chemin du haut et le chemin du bas. Elle se présente comme ça, où on voit bien que on a des interférences brillantes et des interférences sombres. Bien, nous allons utiliser le même dispositif à la suite de ce que l'équipe de Alain Aspect a fait en 1987. Précisons une chose. Alain Aspect est un Français qui a été enseignant coopérant au Cameroun dans les années 70. Alors, quand il rentre en France pour faire sa thèse, il est accueilli au laboratoire de Koen-Tanouji, le prix Nobel. Et entre autres, donc, il réalise, c'est-à-dire qu'il fait ses travaux en optique quantique et il réalise donc l'expérience que nous allons reprendre aujourd'hui. Pour cela, on a besoin d'une source qui va envoyer des objets quantiques un à un, ça c'est important, c'est-à-dire qu'en unité comptable. On aura besoin de deux séparateurs, deux beam splitters, qui sont des miroirs semi-transparents. On aura besoin de deux miroirs qui vont introduire une différence de phase pi sur 2 là parce qu'on a un angle, là vous voyez là on a un angle de pi sur 2 au niveau de deux miroirs. On a un déphaseur ou un phase shift qui lui va introduire une différence de phase phi qui est représentée par exponentielle i phi sur le bras long. Le bras long peut être le bras inférieur comme là. On peut aussi mettre la lame ici sur le bras supérieur et du coup ce bras supérieur devient le bras long. Long pourquoi? Parce que la lame introduit une différence de phase, c'est-à-dire que quand l'objet quantique n'est pas dans le vide, il entre dans la matière qui a une phase phi, l'objet quantique est ralenti. Et quand il est ralenti, ça veut dire qu'il parcourt ce chemin dans un temps plus long que le chemin qui n'a pas de phase. C'est pour ça qu'on parle de chemin
long ou le bras long. On aura aussi besoin de 2 détecteurs que l'on voit là pour compter les objets quantiques, puisque on a dit ce sont des quantités en unités, on peut les compter. Donc chaque fois que une particule va arriver ici, le détecteur va le compter ou va se déclencher. Donc il y a un dispositif qui va nous dire si 2 détecteurs, c'est-à-dire qu'on parlera de coïncidence au moment où 2 détecteurs pourront s'activer en même temps. Bien, la première expérience que nous allons réaliser est une expérience simple. On a notre source là, on va mettre le séparateur à la suite de la source et on aura 2 détecteurs. Les objets quantiques vont arriver individuellement sur le détecteur et nous allons compter combien sont réfléchis sur le séparateur et combien sont transmis sur le séparateur. On parle de transmission quand le chemin qui arrive, quand l'objet quantique qui arrive sur le séparateur est transmis. Ici, on constate qu'elle est réfléchie. Donc, elle change de direction quand elle réfléchit. Elle ne change pas de direction quand elle est transmise. Ok, allons-y dans un cas bien précis pour observer la simulation sur le site de Quivis. Bien. Nous allons demander, là on peut envoyer un objet quantique 1 à 1. On constate qu'il y a un seul détecteur, le détecteur 2 qui s'est déclenché. Maintenant, si je demande à ce qu'une quantité importante apparaisse, voilà. Bien, là, je vais demander à ce que la probabilité soit affichée. Qu'est-ce qu'on constatera? C'est que le détecteur ne se déclenche jamais. Les 2 détecteurs ne se déclenchent pas en même temps. Bien. Qu'est-ce qu'on constate donc? Les 2 détecteurs ne s'activent jamais en même temps. L'objet quantique est indivisible, c'est-à-dire c'est une entité indivisible qui est soit réfléchie, soit transmise. Donc on a 2 chemins possibles. Et on a constaté tout à l'heure qu'il y avait équiprobabilité de réflexion et de transmission, c'est-à-dire que la probabilité pour que l'objet quantique, lorsqu'il arrive sur le séparateur, qu'il soit transmis ou réfléchi, à chaque fois, c'est 50%. Passons maintenant à la deuxième expérience. On peut faire l'hypothèse H1. L'hypothèse H1 suivant. Est-ce qu'en sortant de la source, chaque objet n'a pas une instruction lui permettant, chaque fois qu'il rencontre un BS, de savoir que lui, il ne sera que réfléchi ou alors il ne sera que transmis? Alors, examinons cela. Si notre objet quantique sort de la source, arrive au BS, quand il arrive, c'est-à-dire que quand il est sorti de la source, il a l'information sur ce qu'il doit faire. Donc, s'il avait l'information que lui, chaque fois qu'il a reçu un BS, il doit être transmis, alors il va arriver ici, il va être transmis. Lorsqu'il va arriver là, il sera transmis à nouveau. S'il avait l'information qu'il ne doit être que réfléchi, ça veut dire que lorsqu'il arrive à ce BS, il est réfléchi. Lorsqu'il arrive au BS3, il est à nouveau réfléchi. Et donc, on devrait s'attendre à ce que sur ce détecteur et celui-ci, qu'on ne trouve absolument rien. Donc, les 4 chemins possibles qu'on devrait avoir, qu'on a dans cette expérience, c'est que la particule qui est partie peut être transmise 2 fois, transmise ou réfléchie, transmise et réfléchie. Ici, elle est réfléchie et elle est réfléchie. Là, elle est réfléchie et elle est transmise. Donc, voilà les 4 chemins possibles. Mais comme je l'ai dit précédemment, si la particule avait l'instruction,
sur ce qu'elle doit faire. C'est-à-dire que si à la source, elle a l'instruction au préalable, on ne devrait rien observer sur ce détecteur et sur celui-ci. Mais qu'est-ce qu'on observe? C'est que les particules sont détectées et une probabilité de détection sur l'ensemble des 4 détecteurs. Donc les 4 chemins sont possibles. Et à chaque fois, il y a une probabilité de 25% pour que un détecteur soit déclenché. La conclusion de cette expérience, c'est quoi? C'est que la particule n'a pas une information préalable. C'est quand elle arrive sur le 1BS qu'elle est soit transmise, soit réfléchie de manière complètement hasardeuse. Passons donc à l'expérience 3. À l'expérience 3, nous avons ce qu'on va appeler un Mach-Zehnder équilibré. Équilibré dans quel sens? C'est que le chemin en rouge, qu'on appelle le chemin inférieur ou le chemin du bas, est exactement à la même longueur que le chemin du haut. Exactement la même chose. Donc ici, on aura 2 chemins possibles. La particule part de la source. À ce niveau-ci, sur le chemin rouge, elle est transmise. Là. Et sur le second BS, elle est à nouveau transmise. Donc ça, c'est le chemin TT, transmise 2 fois. La particule qui a été transmise peut arriver ici et elle est plutôt réfléchie. Ça, c'est le chemin TR. La particule peut partir de la source, arriver sur le BS1, est réfléchie et arriver sur le BS2 est à nouveau réfléchie. Ça, c'est le cas RR. Elle peut être réfléchie au départ sur le BS1 et réfléchie sur le BSE et transmise sur le BS2. Alors, elle est détectée ici. Donc, on a dans cette expérience, comme précédemment, 4 chemins possibles. Et les 4 chemins ont la même longueur. Mais il y a une chose de remarquable, c'est que lorsque la particule est détectée ici, vous ne pouvez pas dire la particule qui est détectée ici a été réfléchie 2 fois ou transmise 2 fois. Autrement dit, qu'elle a emprunté le chemin RR ou le chemin TT. La particule qui est détectée ici, vous ne pourriez pas dire si elle a emprunté le chemin TR ou le chemin RT. On dit donc que le chemin TR est indiscernable du chemin RT. De même que le chemin RR est indiscernable du chemin TT. Observons donc ce qui se passe avec la simulation sur Kivis. Nous allons insérer les miroirs là et on va insérer donc notre deuxième beam splitter là. Toutes les particules vont se diriger vers un seul détecteur. C'est le détecteur qui a, vous voyez bien sa direction. Ce détecteur-ci a la même phase que le détecteur, les particules qui sont détectées ont la même phase que celle qui est partie de la source. C'est ainsi. Voilà. Bien. Donc, qu'est-ce qu'on a constaté? C'est-à-dire que si l'expérience se comportait comme l'expérience à l'expérience 2, on aurait trouvé que, puisque ici on a T et T, le OU en termes de probabilité, c'est la somme.
on aurait donc 25%, plus 25%, donc 50% de particules ici, et on aurait 50% de particules détectées là, en vertu de l'expérience 2. Mais nous précisons qu'à l'expérience 2, on était capable de dire quel est le chemin emprunté par la particule détectée. Ici, on ne connaît pas le chemin. On ne connaît pas le chemin et on observe que toutes les particules vont à un seul détecteur. Et comme je l'ai dit, le détecteur qui est placé de manière à avoir la même phase que la particule partie de la source. Donc, vous voyez la particule part d'ici, dans cette direction. Elle est détectée là. Si on avait une particule, si on avait mis notre source plutôt ici en bas, là, voici le détecteur qui se déclencherait à tous les coups, de façon certaine. Non, nous reprécisons que dans ce cas-là, on dit que à ce détecteur-ci, il y a des interférences destructives, alors qu'à celui-ci, il y a exclusivement des interférences constructives. C'est pour ça que seules les particules, les particules ne sont détectées que sur ce détecteur. Il n'y a que ce détecteur-là qui se déclenche. Donc, lorsqu'on ne peut pas savoir par quel chemin l'objet quantique détecté a pris, on observe des figures d'interférence. Bien. Donc, nous venons de mettre là en exergue ce qu'on appelle le hasard quantique. Lorsqu'on assemble d'une certaine manière deux séparateurs qui sont, et comme on l'a constaté, les séparateurs sont les générateurs du hasard, parce que lorsque la particule arrive au niveau du détecteur, elle choisit de manière hasardeuse d'être transmise ou d'être réfléchie. Mais quand on les ensemble, comme on vient de le voir à l'expérience précédente, à l'expérience 3 qu'on vient de voir, on trouve qu'il y a une certitude. Toutes les particules sont détectées à un seul détecteur. À la première question, l'objet quantique a-t-il pris le chemin T après BS? Après le BS1, on ne peut que après le BS1. Est-ce que la particule a pris le chemin T lorsqu'elle est détectée ici? Nous ne pouvons pas répondre à la question. La deuxième question, est-ce que l'objet quantique est-il détecté à la sortie RT ou TR? Là, on peut répondre. C'est-à-dire que ce que nous savons, c'est que la particule, la particule est détectée ici. Donc, nous pouvons dire que oui, la particule a emprunté ce chemin ou ce chemin-ci. Mais, nous ne pouvons pas dire qu'après le BS1, la particule a été réfléchie ou transmise. Non. Mais nous savons simplement qu'elle est détectée ici. Voilà la seule information qu'on a avec certitude. Ok. Si maintenant, on modifie notre expérience en insérant deux détecteurs juste après le BS1, si on met un détecteur, c'est-à-dire que si le détecteur ne se trouvait ici ou là, c'est-à-dire que si on met un dispositif ici, capable de nous renseigner sur le chemin emprunté par la particule après le BS1, alors de façon certaine, on n'aura pas de figure d'interférence. Donc, lorsqu'on est capable de discerner le chemin emprunté, il n'y a pas de figure d'interférence. La figure d'interférence n'est observée qu'à la condition que le chemin emprunté par les objets quantiques soit indiscernable. Autrement dit, il est impossible de savoir par quel chemin l'objet quantique est passé et observer une figure d'interférence. Ça, c'est le paradoxe du chat de Schrödinger que vous allez voir en télé. Bien.
Réalisons maintenant l'expérience 4, qui est une expérience complètement analogue à ce que nous avons présenté au chapitre, au début de notre présentation en parlant du Mach Zehnder classique. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre notre expérience de Mach Zehnder équilibré et on va introduire donc sur l'un des chemins un déphaseur ou une lame phase phi. Le rôle de la phase phi est de retarder le passage. Et quand on retarde le passage du photon, on dit qu'on a à rallonger le chemin. Ici, nous allons rallonger le chemin transmis et réfléchi. Donc, on a allongé ce chemin-ci. D'accord? Donc, le chemin supérieur, on peut le dire ainsi. Donc, allons donc observer ce que ça donne sur le site de Kivis. Bien, voilà donc notre dispositif sur le site de Kivis avec le déphaseur là, avec le déphaseur ou le phaseur qui aura une phase phi. Bien. Nous allons lancer nos objets. Ici, c'est un objet classique. On va prendre plutôt notre photon là. Pour le moment, il est là sans on revient à la première expérience de tout à l'heure. On va constater que à chaque fois, il y aura, le déclencheur sera soit en gauche, soit à droite, c'est-à-dire que le premier ou le second, de façon équitable. D'accord? Ça, c'est la reproduction de l'expérience 1. Lorsque j'introduis la deuxième, là j'introduis le deuxième bisplitter, donc là j'ai le Mach Zehnder équilibré. Bon, ce qui nous intéresse dans ce cas particulier, c'est d'introduire une phase là. Et cette phase là, on peut changer sa valeur. Voilà. Donc vous voyez que lorsque j'ai introduit la lame de phase, cette fois-ci, j'ai une probabilité non nulle pour que, en fonction de la valeur de phi, ok, on va constater que le comportement, c'est-à-dire que les probabilités vont changer. Vous voyez, là, ça a déclenché ici. Tout à l'heure, ça a déclenché là. Ça déclenche encore en 2. Donc, on voit que en 1 ou en 2, c'est-à-dire que le nombre de particules détectées varie. Et elle dépend donc de la valeur de la phase. Bon, là, je vais effacer. Je vais prendre la phase pi. Et on va observer. Bon, je vais lui demander d'envoyer rapidement 100. Qu'est-ce qu'on constate? C'est que toutes les particules, lorsque la phase ci est égale à pi, toutes les particules vont au détecteur 1. Donc c'est au détecteur 1 qu'on a l'interférence constructive. Bien, je vais effacer là. Je vais prendre à pi sur 2. Je vais lui demander qu'est-ce que ça donne pour 100. Ok. Lorsque j'ai envoyé 100,
photons, j'observe que j'ai une équirepartition entre le détecteur 1 et le détecteur 2. Si je reviens, j'efface là, et je reviens à phi égale à 0, visiblement, il n'y a que le détecteur 1 qui se déclenche. Alors, je lui pose la question, qu'est-ce qui se passe si j'envoie 100 photons? Il me dit, tous les 100 photons seront détectés rien que en D2. Bien. Donc, l'observation, c'est quoi? C'est que la probabilité de détection à l'un ou l'autre détecteur dépend de la phase phi. Ok, nous avons donc exploré les différentes valeurs que quand en fonction de la valeur de la phase, toutes les particules sont détectées ici, et quand elles sont complètement détectées là, elle est égale à 0. Si elle est égale à 0 à ce détecteur, elle est égale à 1 à l'autre. Et qu'est-ce qu'on constate? Que dans tous les cas, la somme des deux probabilités est toujours égale à 1. Cela dû au fait que le cosinus plus le cosinus carré plus le sinus carré est égal à 1. Chose remarquable, lorsque j'ai modifié un des chemins, c'est-à-dire que je n'ai placé la lampe qu'ici, mais j'observe qu'en mettant la lampe sur ce chemin-ci, lorsque la particule est passée ici, sa probabilité dépend de la lame. Donc j'ai modifié un seul des chemins, mais j'ai modifié le comportement des objets quantiques, de tous les objets quantiques. Donc même l'objet quantique qui passe par ce chemin, par le chemin court ou le chemin inférieur, est influencé par la phase phi qui est là. Donc tout se passe comme si elle ressent la présence de cette phase-là. Bien, qu'est-ce qu'on peut donc retenir de ces différentes expériences? Chaque objet quantique est indivisible lors de la détection parce que c'est un corpuscule, elle ne se divise pas comme une onde. Dans les expériences 1 et 2, il y a un seul chemin qui conduit à chaque détecteur. Chaque objet détecté a emprunté un chemin connu. On était dans la situation de discernabilité. Ici, il y a des discernabilités, on l'a constaté, il n'y a pas d'interférence. Dans les expériences 3 et 4, où on a le Mach-Zehnder 3 équilibré, 4 déséquilibré, un des bras est plus long que l'autre, on ne peut dire par quel chemin l'objet quantique détecté, on peut dire quel chemin l'objet quantique détecté a emprunté, les deux chemins étant possibles. Donc ces chemins indiscernables ont conduit à la présence des interférences. Ceci dégage donc le principe d'indiscernabilité des chemins. L'interférence apparaît lorsqu'un objet quantique peut explorer plusieurs chemins en même temps et que ces chemins soient indiscernables. Elle peut emprunter plusieurs chemins indiscernables pour arriver au détecteur, mais elle peut emprunter plusieurs chemins indiscernables pour arriver au détecteur, mais en réalité, elle ne passe que par un seul chemin. Chaque objet quantique explore tous les chemins possibles. C'est ça le principe de délocalisation comme une onde. C'est-à-dire qu'elle explore tous les chemins possibles, mais comme elle est indivisible, elle ne passe que par un des chemins. Donc, son aspect ondulatoire lui permet d'explorer tous les chemins possibles. Elle a un aspect corpusculaire. On voit bien que au niveau du détecteur, il y a un point d'impact.
Donc, notre objet quantique est un corpuscule qui a la capacité d'explorer comme une onde tous les chemins possibles. Donc, on ne pourrait dire, lorsqu'on observe une figure d'interférence, que notre objet a emprunté tel chemin. Donc, le chemin est indéfini ou la trajectoire indéfinie ou indiscernable. Dans l'expérience 3, lorsque on cherche à savoir, c'est-à-dire que si j'ai mon Mach Zehnder équilibré, si je mets n'importe quel type de dispositif pour avoir la trace du chemin emprunté, alors les figures d'interférence disparaissent automatiquement. Autrement dit, lorsque l'on veut observer l'objet quantique, on le perturbe. L'objet quantique est irrémédiablement perturbé par l'observation. C'est un fait important qui a de grosses conséquences. Donc, sur le plan pratique, le fait qu'on ne puisse pas observer un objet quantique sans le perturber et exploiter de manière positive sur le plan industriel, autrement dit, si on prend par exemple le problème de la sécurisation de l'information. Aujourd'hui, grâce à cela, on est capable de fabriquer des dispositifs qui permettent de crypter l'information, de l'échanger, de manière à ce que dès qu'un espion va pirater l'information, cela sera immédiatement détecté. Pirater l'information, l'espion va faire quoi? L'espion, on a A qui envoie une information à B. C se met au milieu, capte l'information, la lit avant de l'envoyer à B. Le fait que C a capté l'information et l'a lu, il a immédiatement changé le système. Lit veut dire il a fait la mesure. Alors nécessairement un échange entre A et B va permettre à B de savoir que ce n'est pas ce que A a envoyé. Voilà par exemple une exploitation industrielle du fait qu'on vient d'observer. Nous avons un certain nombre de vidéos. Il vous suffira de cliquer sur votre fichier pour pouvoir visionner ces vidéos-là. Et nous avons donc tout à l'heure exploité un certain nombre de simulations sur le site de Kivis. Bien. Nous avons observé un certain nombre de faits. Voilà comment l'objet quantique se comporte. C'est un peu étrange par rapport à notre quotidien, par rapport à ce que nous savons. Alors, la question normale est de se poser. J'ai fait des observations, je suis physicien. Comment est-ce que je vais formaliser ça? Comment je vais écrire les équations qui vont me permettre d'arriver au résultat que j'observe expérimentalement? Alors, première chose qu'on va accepter ou poser comme postulat, c'est que il y a une transition quantique lorsque l'objet part de la source au détecteur. Donc on a un état initial qui est la source, on a un état final qui est le détecteur. Ça, on va appeler ça une transition quantique. Donc un état initial défini, un état final défini. Voilà par exemple une transition. Nous allons aussi, dans le cas de notre formalisme, considérer que chaque fois que le détecteur est dans la direction X, je veux dire que l'objet se propage dans la direction, l'objet quantique se propage dans la direction X, il est représenté par cette quantité qu'on va appeler quête de X, qui est un vecteur d'état. On va utiliser le vecteur d'état Y, quête de Y, pour représenter l'objet quantique qui se représente dans la direction de Y. Bien. On va, dans cette partie-ci, considérer que
nos coefficients de réflexion au niveau du BS et de transmission au niveau du BS sont des amplitudes de probabilité de réflexion ou de transmission. Et nous savons que quand on a une amplitude de probabilité, ou alors lorsqu'on a un coefficient de réflexion, il faut prendre la norme au carré pour avoir la probabilité de transmission ou la probabilité de réflexion. Et la somme, on l'a vu, on n'avait que deux occurrences possibles au niveau du BS. La particule était soit transmise, soit réfléchie. Il n'y avait que ces deux cas possibles. Donc la somme des deux probabilités est égale à 1. C'est l'ensemble des occurrences possibles. On parle donc de la relation de complétude. Complétude, ça dans le sens que il n'y a que, lorsqu'on a exploré les deux cas, on a complètement exploré le système. Qu'est-ce que la première expérience nous a mis en exergue? La première expérience nous a mis en exergue que la probabilité de transmission au niveau d'un BS, la probabilité de transmission est égale à la probabilité de réflexion qui est égale à 50%. Autrement dit, 1,5. Donc, si nous voulons prendre R et T comme des quantités réelles, alors R et T sont égales à 1 sur racine de 2. Bien. Nous avons constaté que le BS faisait quoi? Lorsque la particule partait de la direction X, elle arrivait au BS, il y avait une probabilité T pour qu'elle soit transmise. Nous avons fait la remarque tout à l'heure que quand elle est transmise, elle garde sa direction. Elle pouvait être réfléchie. Quand elle réfléchit, elle change de direction. Et comme on a dit que R et T étaient égales à 1 sur racine de 2, on peut mettre 1 sur racine de 2 en facteur. Lorsque la particule est dans la direction de Y, elle rencontre le BS, on constate que elle peut être transmise, elle peut être réfléchie. Donc on peut l'écrire ainsi. Ok? Cette écriture-ci, appelée principe de superposition, met en exergue la capacité de notre objet quantique ou quantum d'être localisé, c'est-à-dire que d'explorer les deux possibilités. Donc, on dit que notre quantum a la possibilité d'être délocalisé dans deux chemins indiscernables à cause du BS. Le I que nous avons observé là est dû au fait que dans notre dispositif, il y avait des miroirs réfléchissants. Le miroir réfléchissant faisait quoi? Il projetait notre objet quantique qui se déplaçait suivant un axe dans l'axe perpendiculaire ou dans l'axe orthogonal. Autrement dit, elle introduit une différence de phase de pi sur 2. Et donc, quand on prend la différence de phase de pi sur 2 qui est matérialisée par exponentielle de i pi sur 2, on trouve donc le i. Ce qui veut dire que quoi? Lorsque le beam splitter, lorsque l'objet quantique arrive sur la lame, elle change de direction avec une phase de pi sur 2. Donc, ici, quand on est dans la même direction, on écrit tout simplement l'amplitude. Quand on change de direction, on doit tenir compte du fait que il y a une phase qui s'introduit, c'est-à-dire qu'on a changé la direction. Donc, on prend en compte ceci, parce qu'on a changé la direction. Ici, vous voyez que le I se trouve lorsqu'on passe à Y. On est à I, à X. On était à Y. Quand on garde le Y, il n'y a pas de I.
Par contre, quand on a changé de direction parce qu'il y a une réflexion, on introduit I. Ok? Donc, si on constate bien que la probabilité de trouver l'objet qui était en X après le miroir, de la trouver suivant Y dans l'axe orthogonal, elle est de 1. Quand vous prenez la norme de ceci au carré, c'est que cette amplitude de probabilité de projection, elle est égale à 1. Bien. On continue donc avec la mise en place des outils mathématiques capables de nous permettre de retrouver nos phénomènes d'interférence. La lame de phase ou le déphaseur, lui, va introduire le facteur de phase exponentiel IFI. Et on vérifie bien que la norme au carré de notre facteur de phase est égale à 1. Donc, lorsque la particule rencontre la lame, elle introduit juste ce facteur de phase sur le chemin. Elle ne change pas de direction. Donc, c'est un déphaseur qui retarde juste le passage, mais qui ne change pas de direction. Donc, ça s'exprime ainsi. Bien. Tout à l'heure, nous avons constaté qu'on avait 4 chemins possibles pour la particule qui était détectée après le BS2. La particule pouvait être transmise et réfléchie. D'après le principe de factorisation séquentielle, je vais faire quoi? Je vais considérer que le chemin pour partir de la source au détecteur peut être divisé en plusieurs transitions. On va revenir au départ pour bien comprendre de quoi il s'agit. Je pars de la source et je suis détecté par exemple ici. C'est une transition. Je vais considérer que lorsque j'arrive au BS, je suis transmis. Pardon. D'ici à là, je suis transmis. C'est un schéma. C'est-à-dire que c'est une transition. Lorsque je pars d'ici à là, j'ai fait une transition. Lorsque je pars de la lame à M2, c'est une transition. Lorsque je pars du miroir au BS2, c'est une transition parce que je connais l'état initial et je connais l'état final. Lorsque je pars du BS2 au détecteur, il s'agit encore d'une autre transition quantique. Ok. Donc le principe de factorisation séquentielle me permet de passer d'une transition à une séquence de transition qui me permet, c'est-à-dire que je divise l'état initial à l'état final à un ensemble d'états final et d'états initial, mais on le dit états finaux, états initiaux. Donc ce qui ici est état initial, là j'ai l'état final. L'état final précédent devient l'état initial pour le prochain chemin. J'arrive à la lame. La lame est l'état final pour cette transition. La lame devient l'état initial et M2 devient l'état final. M2 devient un état initial et BS2 devient l'état final. BS2 devient état initial et le détecteur devient l'état final. Là, je suis dans le cas, j'ai donc pris le chemin emprunté, le chemin RT, je l'ai subdivisé en un ensemble de transitions. Ok, donc ici, donc j'essaye donc d'appliquer donc le principe de factorisation séquentielle et à chaque fois me matérialiser l'amplitude de probabilité que je trouve. Donc les 4 chemins possibles ont pour amplitude de probabilité des amplitudes de probabilité données en 6. Bien. Donc, la particule qui est détectée en X
c'est-à-dire que le détecteur qui est dans la direction X, dans notre cas, la particule a emprunté le chemin TR ou le chemin RT. Donc je fais la somme de ces deux amplitudes de probabilité que je peux écrire ainsi et je mets en factorisation sur cette forme. Pourquoi? Parce que R multiplié par T est égal à 1,5. L'amplitude qui est détectée en Y a emprunté soit le chemin TT, soit le chemin RR. Alors, je l'écris comme ça. Nous savons que ceci va me donner 1,5, ça va me donner 1,5. Alors, lorsque je mets ce 1,5 en facteur, j'obtiens ceci. Et ce que nous savons donc, c'est que la probabilité pour que la particule soit détectée en X est la norme au carré de cette amplitude de probabilité. La probabilité pour que la particule soit détectée en Y est la norme au carré de cette amplitude de probabilité que nous écrivons ainsi. Donc, lorsqu'on prend on prend la norme de ces quantités, ça s'écrit comme ça. Mais attention, j'insiste encore, ici, il s'agit de la norme d'une quantité complexe. Il faut faire attention. Il ne faut pas faire comme si c'était une quantité réelle. C'est une quantité complexe. Donc, vous allez multiplier ce terme ici par son complexe conjugué. Et on arrive donc à ce résultat qu'on avait trouvé précédemment dans le cas, c'est-à-dire qu'on avait trouvé dans le cas classique, on le retrouve dans le cas quantique. Donc voilà ce qu'on a observé et on a donc pu trouver les outils mathématiques nous permettant donc de retrouver ces amplitudes de probabilité. Et que nous dit donc que le principe de l'addition des probabilités, c'est que la particule ne peut être détectée qu'en X et en Y et la somme des deux probabilités est égale à 1. Nous avons parlé de la relation de complétude tout à l'heure. Bien. Une chose que nous devons retenir, c'est que l'objet quantique un objet quantique n'interfère pas avec lui-même. Il n'y a que les amplitudes de probabilité qui interfèrent entre elles. Et c'est donc ces amplitudes qui interfèrent qui déterminent où et quand on peut trouver l'objet quantique et avec quelle probabilité. J'insiste encore. On l'a déjà dit. L'objet quantique n'interfère pas avec lui-même. Ce sont les différents chemins possibles. Ce sont les différentes amplitudes de probabilité d'explorer, d'utiliser, d'emprunter ces chemins qui interfèrent. Si je n'ai pas de chemins indiscernables, je n'ai pas de figure d'interférence. J'ai des chemins indiscernables, alors je peux obtenir une figure d'interférence. Je reviens là. Le chemin TR est indiscernable du chemin RT. C'est pour ça que j'ai le AX. Le chemin TT est indiscernable du chemin RR. C'est pour ça que j'ai le AY. Donc, dans le cas de cette expérience, c'est-à-dire que si phi était égal à 0, je ne détecterais, c'est-à-dire que si phi était égal à 0, ceci serait égal à 1. Par conséquent, donc, j'aurais une interférence constructive ici et une interférence destructive là-bas, parce que ça me fait 1 moins 1. Donc, le détecteur Y ne se déclencherait pas. À phi égale à 0, il ne se déclenche pas. Seul le détecteur en X va être déclenché à toutes les fois parce que là, il y a des interférences constructives, alors qu'ici, il y a des interférences destructives. Bien. Nous avons maintenant en main un ensemble d'outils nous permettant de faire les mathématiques pour arriver à expliquer ce qu'on a observé. Nous allons parler d'amplitude de probabilité, qui est une notion nouvelle. Revenons donc sur un ensemble de choses dites des principes. Premièrement, l'amplitude
de probabilité, encore appelée amplitude quantique, est l'objet mathématique ou l'être mathématique qui détermine où et quand on peut trouver un objet quantique, et elle nous permet de savoir avec quelle probabilité on va la trouver. Mais je ne parle d'amplitude de probabilité quantique que par rapport au fait que j'ai un état initial connu et un état final connu. Donc, quand j'ai un état initial connu, un état final connu, je peux évaluer l'amplitude de probabilité que l'objet quantique fasse une transition sur ce chemin-là. Donc, quand je parle de l'état initial à l'état final, je note ça de cette façon. État initial. Le quête représente l'état initial, le bras représente l'état final. Et la probabilité est donc la norme au carré de cette quantité-ci. État initial, état final et la norme au carré. On appelle ça la règle de Born. Bien. Donc tout à l'heure, on avait cette amplitude qu'on a appelée AX qui nous permettait, l'état initial était la source, l'état final était le détecteur placé en X. Là, le AY est l'amplitude de probabilité pour que la particule soit partie de la source S et soit détectée en Y. Ça, c'est le cas du chemin TT ou RR. Nous avons vu que il était possible de séquencer l'état initial et l'état final en un ensemble d'états final et d'états finaux, disons comme ça, et d'états initiaux. C'est ce que nous dit la relation 11. Je reviens pour qu'on puisse se comprendre bien. C'est ce que nous avons utilisé ici. La factorisation séquentielle. On a dit que cette amplitude de probabilité est la somme des différentes amplitudes de probabilité qu'il y a sur le chemin qu'on a emprunté. Bien. Donc, on parle de principe de supposition lorsqu'on somme les amplitudes quantiques correspondant à tous les chemins indiscernables. Je peux emprunter ce chemin ou celui-ci. Je peux emprunter ce chemin ou celui-là. Donc, lorsque j'ai des états, le même état final ou les mêmes états finaux, tous les chemins menant à cet état final sont additionnés. Donc, j'ai emprunté ce chemin, c'est-à-dire que j'ai fait une détection en X en empruntant ce chemin ou celui-ci. J'ai une probabilité de détection, une amplitude de probabilité de détection en Y. J'ai emprunté ce chemin ou celui-là. Bien. Et on a donc vu que ce monsieur-ci était la conséquence de la factorisation séquentielle. Ça s'écrit comme ça. Il faut d'abord comprendre que ça se lit la relation. Bon, de toute façon. J'ai un état initial, j'ai un état final. On a dit l'état initial c'est le quête, l'état final c'est le bras. Je pars de la source, j'arrive au BS, je suis transmis, ça c'est l'état final. Je pars du BS1 où je suis transmis, je passe par le miroir MX qui est l'état final. Le miroir MX, je pars de là, j'arrive au détecteur, j'arrive au BS2 où je suis réfléchi.
Je pars de BS2 où je suis réfléchi au détecteur. Donc voilà comment on fait la factorisation séquentielle. On l'a vu tout à l'heure. Bien. Il y a une chose très importante, ce qu'on appelle la propriété de disjonction mutuelle. Je ne peux pas partir du BS1 en transmission et je transite directement au BS2 en transmission. C'est pas possible. Je ne peux pas partir, c'est-à-dire que je ne peux pas être au BS2 en mode de transmission et je me retrouve au BS1 en mode de transmission directement dans notre magasin d'heures. Donc ces différents chemins sont des chemins qui s'excluent. Donc je ne peux, ce que je suis en train de dire, je ne peux pas partir d'ici, là, c'est-à-dire que je suis transmis là et j'emprunte ici directement. Ou bien je pars, bon, prenons ça, je pars d'ici à ceci directement en excluant le M. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, c'est-à-dire que ces chemins-là s'excluent. Donc, les chemins discernables ont la propriété de disjonction mutuelle. Ça s'exclut. L'amplitude de probabilité et la probabilité entre un état initial et un état final identique est égale à 1. Cette propriété là va avec la précédente, celle-ci, c'est-à-dire que cette propriété d'exclusion va avec la probabilité que l'état initial, c'est-à-dire que ceci était état initial, il devient état final. On l'a vu tout à l'heure. Il était état initial, il devient état final. On l'a vu tout à l'heure. Bien. Lorsqu'une transition peut se faire par des voies intermédiaires, en principe discernables, chacun de ces états peut être considéré comme un état final d'une partie de la transition. Ce que je viens d'énoncer là. Bien. Nous avons aussi vu que la particule qui est décernée, c'est-à-dire que la somme des probabilités des différents chemins possibles est égale à 1. C'est la relation de complétude. Bien. On a vu que pour un ensemble disjoint et complet d'états finaux Fn, ce qui est état initial peut être état final. On l'a vu que c'est égal à 1. Notre amplitude de probabilité est égale à 1. Ceci peut s'écrire encore sous cette forme-ci. J'ai état final, état initial, état initial. Il était état final, il était état final, il devient état initial. On a vu cette relation-ci, c'est-à-dire que la première relation 19A vient de cette propriété. La 19B vient de la propriété-ci, c'est-à-dire que ça qui s'écrit comme ça. Or, ce monsieur-ci, c'est la norme au carré de ça. État initial, état final. La norme au carré de l'état initial et l'état final. Ici, vous m'excusez, il y a une égalité manquante ici. Bien. Cette quantité-ci, mathématiquement, cette norme au carré s'écrit cette quantité multipliée par son complexe conjugué. Prenez l'habitude de mettre le complexe conjugué à gauche. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut donc comprendre?
que ceci quand j'écris ceci, je peux l'écrire encore mathématiquement sous cette forme-ci. En français facile, qu'est-ce que je vais dire? J'ai la 19A. Je voulais dire qu'il y avait une égalité ici. Ok. J'ai donc l'égalité 19. J'ai ceci. 19A. J'ai la 19B. Ça. Ok. Cette quantité-ci est égale à celle-ci. Et donc, cette quantité-ci est égale à celle-ci. Donc, c'est ça, ce résultat-ci. C'est ce résultat. Bien. On continue donc. Les amplitudes de probabilité quantique de deux transitions inverses l'une de l'autre sont complexes conjuguées. Donc, les deux relations précédentes, celle-ci et ça, qui mettent en exergue ceci, se résument par ceci. Les amplitudes de probabilité de deux transitions inverses l'une de l'autre sont des complexes conjugués. On dit qu'il y a une symétrie de probabilité, c'est-à-dire que vous prenez la norme au carré de cette quantité, est égale à la norme au carré de cette quantité. Elle vous fait penser à quoi? À quelque chose que vous avez vu dans le cours d'optique, la loi du retour inverse de la lumière. C'est ce que met en relation, c'est ce que nous dit la relation 22. Quand je pars de I à F, j'ai la même probabilité que si j'étais parti de F à I, la loi de retour inverse de la lumière. Nous avons terminé là avec la notion d'amplitude de probabilité et les règles pour la manipuler. Maintenant, nous allons entrer dans un cadre beaucoup plus général pour comprendre l'ensemble des mathématiques qui régissent un objet quantique. Nous avons vu dans les cours des classes élémentaires que l'unité fondamentale de l'informatique quantique est le bit, qui en anglais veut dire binary digit. Ce bit-là, d'après ce qu'on nous a dit depuis le collège, est la représentation d'un état bistable que l'on représente par 0 ou 1. Le 0, très souvent, représente quand on a la bande magnétique. Pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire que les bandes magnétiques qu'on utilise au cinéma, qu'on utilise aussi dans ce qu'on appelait à l'époque les radiocassettes. Alors dans ces bandes magnétiques-là, on a le spin up qui représente l'état 0 et le spin down qui représente l'état 1. Sur les disques compacts que nous utilisons dans nos laptops et dans nos chaînes stéréo, dans ces disques compacts là, le disque compact a des petits trous que vous ne voyez pas. Ce sont des trous nanoscopiques. Donc le spin up est représenté par le trou, alors que l'état est représenté plutôt par bon, on peut dire comme ça qu'il s'agit d'un puits et d'une marche de potentiel. On a aussi entendu parler des condensateurs qui peuvent être chargés et non chargés, qui représentent aussi, on représente aussi le bit classique, donc par un condensateur. Bien. Sur le plan quantique, l'unité fondamentale de l'informatique quantique sera donc le bit quantique, le quantum qubit, qui est la représentation d'un atome à deux niveaux, où, comme on le constate là, l'état 0 peut être représenté par l'état fondamental qui est là. L'état 1 est l'état excité, là. Ok, c'est-à-dire que la particule en 0 à l'état fondamental est en 1
à l'état excité. Et maintenant, je peux envoyer un rayonnement qui fait que la particule, de manière permanente, oscille entre les deux positions là. Donc quand elle est entre les deux positions, elle est dans l'état superposé du 0 et le 1. Je peux faire une mesure, je la trouve à 0. Après, je refais une autre mesure, je la trouve plutôt en état 1. Donc quand elle est dans l'état superposé des 0 et de 1, la mesure me la ramène dans un état classique. Donc le qubit peut être dans un état classique 0, peut être dans l'état classique 1, peut être dans l'état superposé 0, 1, là. Et quand elle est dans l'état 0, on la représente, c'est appelé la sphère de Bloch. Elle est, voici le 0 qu'on représente à l'hémisphère nord, le 1 est représenté à l'hémisphère sud. Toute particule, c'est-à-dire que quand l'objet quantique n'est pas dans l'état classique 0 ou 1, elle est dans un état superposé quelque part sur la sphère, là. Donc chaque fois qu'elle est quelque part sur la sphère qui n'est pas à l'hémisphère nord, à l'hémisphère sud, elle est dans un état superposé représenté par l'équation 23. Le alpha et le bêta que nous voyons ici sont ce qu'on appelle les amplitudes de probabilité qu'on a vu tout à l'heure et qui sont des nombres complexes qui doivent vérifier ce qu'on appelle, on a vu tout à l'heure, que la somme des probabilités, de toutes les probabilités possibles est égale à 1. On parle aussi de conditions de normalisation. On va voir pourquoi tout de suite. Normalisation par rapport à un vecteur. Donc le alpha au carré, la norme de alpha au carré représente la probabilité pour que le qubit psi soit détecté dans l'état 0 avec la probabilité norme de alpha au carré. La norme de bêta 1, de bêta au carré, représente la probabilité pour que le qubit psi soit retrouvé dans l'état 1. D'accord? Donc, je reprends. La relation 24 dit que je ne peux trouver ma particule, mon objet quantique, que dans l'état 0 ou dans l'état 1. Voilà les deux occurrences possibles. Ok. Allons-y avec un exemple concret pour voir comment on calcule ces amplitudes de probabilité. On effectue une mesure sur l'état 1 qubit psi. Et on veut connaître quelle est la probabilité que ce qubit soit trouvé dans l'état 0 ou dans l'état 1. Une mesure est effectuée sur un qubit et on veut savoir quelle est la probabilité pour qu'elle soit trouvée dans l'état 0 et dans l'état 1 ou dans l'état 1. On a dit que la probabilité de trouver notre objet quantique ou notre qubit dans l'état 0 est la norme au carré de son amplitude de probabilité, qui est cette quantité-ci. La norme au carré, et comme je l'ai dit, la norme au carré, vous écrivez la quantité multipliée par son complexe conjugué que vous mettez à gauche. Prenez cette habitude-là. Ok? Donc, quand on effectue les calculs, on trouve 2 tiers. La probabilité de trouver notre qubit dans l'état 1 est donnée par la norme au carré de cette quantité-ci. Alors, le calcul me donne 1 tiers. Et on vérifie bien que 2 tiers plus 1 tiers me donne 1. La relation de complétude. Bien. Avançons. L'espace mathématique où nous allons effectuer donc l'ensemble de nos calculs mathématiques, de nos calculs quantiques, pardon, est appelé l'espace de Hilbert, que nous allons très souvent noter par un H écrit, un H incurvé, qui est un espace euclidien que l'on connaît, mais cette fois-ci complexe,
muni du produit scalaire. C'est un espace normalement de dimension infinie, mais dans le cas de notre cours, à une exception près au dernier chapitre, nous allons nous considérer que c'est un espace de dimension finie. On va appeler, c'est-à-dire que le ket sera un vecteur de l'espace de Hilbert, de l'espace des états ou l'espace de Hilbert, puisque j'ai dit que notre espace de travail sera l'espace de Hilbert. Le bras, c'est un vecteur de l'espace dual. Autrement dit, il est le conjugué hermitien de cette quantité. J'ai parlé de vecteur, donc ça veut dire que je peux l'écrire comme une matrice colonne. Et si je prends son conjugué hermitien, ça veut dire que je vais l'écrire comme une matrice ligne. Bien. Qu'est-ce que j'appelle base hilbertienne? Une base hilbertienne, que je note l'ensemble des quêtes I, doit vérifier la relation de disjonction mutuelle. Autrement dit, quand I est différent de J, c'est égal à 0, disjonction mutuelle. Quand I est égal à J, on a la condition de normalisation, c'est égal à 1. Ok? Et on l'a vu tout à l'heure que la somme de cette quantité est égale à 1. Et cette relation est appelée la relation de fermeture. C'est la relation de fermeture. Elle permet, la relation de fermeture dans une base permet la projection d'un vecteur d'état quelconque dans la base de travail, dans la base de cette relation de fermeture là. Donc, si je prends un qubit psi quelconque, je peux encore l'écrire comme ça, compte tenu du fait que la relation de fermeture est égale à 1. Donc, je n'ai rien changé. Cette quantité est égale à celle-ci parce que cette relation de fermeture est égale à l'unité. Alors, cette quantité-ci représente quoi? Elle représente la projection, c'est-à-dire que mon état psi est projeté sur le quête I, état initial, état final. Donc cette projection-là, lorsque je parle de l'état initial à l'état final, là, j'ai ce que tout à l'heure nous avons appelé une amplitude de probabilité pour que le quantum qui était dans l'état psi se retrouve dans l'état I. Donc c'est une amplitude de probabilité de transition ou de projection. C'est elle qu'on appelle donc une composante. Donc cette relation-ci, qui s'écrit comme ça, sur le plan matriciel, elle est notée par un vecteur colonne ayant l'ensemble, c'est-à-dire ayant autant d'éléments que la base dans laquelle on travaille. Si je travaille dans une base à 2 vecteurs de base, j'aurai une matrice colonne à 2 éléments. Si j'en ai 5, si je suis dans une base de dimension 5, donc j'aurai un vecteur d'état ayant 5 composantes. Le bras, nous l'avons vu que dans l'espace complexe, le bras s'écrit dans l'espace dual. Le bras s'écrit comme ça. Lorsque j'y associe la relation de fermeture, autrement dit cette quantité avec sa sommation, c'est égal à 1, donc je n'ai rien changé. Ceci se réécrit comme ça avec cette quantité. Ok, qu'est-ce que vous constatez? Que ici, l'état initial, c'est le vecteur de base et l'état initial, c'est le ket. Mais ceci est le complexe, c'est-à-dire que je peux encore, ceci s'écrit de cette façon, état initial, état final, c'est-à-dire que je pars de l'étape psi à l'état I, mais de façon conjuguée. Donc ça s'écrit sous forme
d'un bras. Bien. Prenons donc un exemple concret. On va prendre une base hilbertienne qu'on va noter ket plus et ket moins. Dans cette base-là, on va considérer MC égal à 1 sur racine de 2, ket plus 1 sur racine de 2, ket moins. D'accord? On va écrire ceci dans cette base-ci. Cette quantité ket plus, puisqu'elle est en première position dans la base, s'écrit 1, 0. Ket moins, étant en deuxième position dans la base, va s'écrire 0, 1. Donc le 1 va occuper la deuxième position. Donc la somme de ces deux quantités me donne 1 sur racine de 2, 1, 1. Donc voilà comment s'écrit notre psi dans la base ket plus, la base hilbertienne ket plus, ket moins. Ok. Maintenant, si je considère, toujours dans une base hilbertienne, on a dit que la base hilbertienne est un espace euclidien muni, est un espace euclidien complexe. Donc si je considère deux vecteurs dans C3, C3 ça veut dire en dimension 3, que j'écris sous forme de matrice colonne, là, je considère le B sous forme de matrice colonne, là, on me demande de trouver le bras C qui est égal au bras A plus 2 fois le bras B. Le bras A, quand je vais écrire A sous forme de bras, je vais l'écrire sous forme d'abord de matrice ligne et ensuite je vais prendre le conjugué de chaque élément. Quand je prends le conjugué de moins 2, ça me donne moins 2. Je prends le conjugué de 4i, je trouve moins 4. Je prends le conjugué de 1, qui me donne 1. 2 fois le bras de B. Je mets d'abord 2. J'écris la ligne. Le conjugué de 1, c'est 1. Le conjugué de 0, c'est 0. Le conjugué de i, c'est moins i. Je somme les éléments. Moins 2 plus 2. En première position, ça fait 0. Moins 4 plus 0. J'obtiens moins 4i. 1 plus moins 2i. 1 plus moins 2i. Donc, voilà. On constate bien qu'il s'agit d'un bras, puisque vous voyez C est un bras. Donc, j'obtiens une matrice ligne ayant pour élément 0, moins 4i, 1 moins 2i. Bien. Comment on effectue le produit scalaire dans l'espace de Hilbert? Ça se fait exactement comme on le faisait dans l'espace euclidien réel. Bien. J'ai maintenant psi phi qui est égal à, qui s'écrit de cette façon. Je vais projeter, c'est-à-dire que si s'écrit dans cette base, c'est-à-dire que phi, il faut bien comprendre que là, j'ai écrit phi dans une base hilbertienne ayant pour composant les i, les quêtes de i. Le produit scalaire me permet de passer de phi à psi, état initial, état final. Ok. Comme je suis dans la base des i, je vais utiliser la relation de complétude. Donc, yes, something's not okay. Donc, cette quantité-ci que j'ai ajoutée, non, on a cette quantité en rouge, on a cette quantité en noir, là, c'est-à-dire que ça c'est égal à 1, ça c'est égal à 1 aussi, c'est-à-dire que ici j'ai mis deux relations de fermeture. Donc j'ouvre ici et je mets deux relations de fermeture à l'intérieur. Je ne change rien parce que chaque relation de fermeture est égale à 1. Cette quantité-ci, ok, me donne le alpha
I étoile, cette quantité-ci me donne le bêta. C'est-à-dire que celui qui est ici me donne le bêta I. Pourquoi c'est I? Parce que cette relation-ci, c'est la relation de disjonction mutuelle. Cette relation-ci, elle impose que j'obtiens ce résultat à une seule condition, que I soit égal à J. Donc c'est pour ça que ici, je n'ai plus bêta J. C'est-à-dire que cette relation-ci, c'est un bêta J qui devient bêta I à cause de la relation de disjonction mutuelle. Ok? Donc ce résultat-ci est égal à 0 si ça et ça, si ces deux vecteurs sont orthogonaux. Orthogonaux, ça veut dire quoi? Que I est différent de J. On obtient 0. La norme de psi c'est défini, c'est écrit comme ça, et elle se définit comme la racine carrée du produit scalaire. Et on va dire que psi est normalisé quand son produit scalaire est égal à 1. Passons à une application concrète. On considère un système quantique dans la base à 3 états, trois états de base A, B, C. Dans cette représentation, les qubits psi et phi ont pour amplitude la première amplitude. Ici, me donne 1/3. La deuxième amplitude de psi me donne 0. La troisième amplitude, c'est-à-dire que quand je projette psi sur A, B, C, j'ai les composants 1/3, 0 et I sur racine de 3. Lorsque je projette phi dans cette base-ci, j'ai pour composant 1 plus I racine de 3, 1 sur racine de 6 et 1 sur racine de 6. Bien. La première chose qu'on peut se poser comme question, est-ce que psi et phi sont des vecteurs, sont des qubits normalisés? Pour vérifier ça, il faut qu'on vérifie que la somme, que la norme au carré de tous ces composants est égale à 1. Quand on prend la norme au carré de 1/3, c'est-à-dire de cette quantité, on trouve 1/3. La norme au carré de cette quantité va nous donner 2/3. 1/3 plus 1/3, on vérifie que c'est égal à 1. Est-ce que le qubit phi est normalisé? Vous prenez la norme au carré de cette quantité, plus la norme au carré de cette quantité, plus la norme au carré de cette quantité. À coup sûr, vous allez trouver à nouveau, parce que ceci et ça me donne 1/3, ceci va me donner aussi 2/3. 1/3 plus 2/3, ça fait exactement 1. La probabilité pour que le système qui était initialement dans cet état se retrouve dans celui-ci veut dire quoi? Que je vais chercher la probabilité de transition. J'étais dans cet état initial et je me retrouve dans cet état. Donc, probabilité. Donc, je prends cette quantité, je prends la norme au carré. Donc, c'est ça la définition. La probabilité que elle se retrouve dans cet état étant partie dans cette... Voilà la définition de cette expression-ci. Qu'est-ce que je fais? J'ai cette définition. Je vais maintenant utiliser la relation de complétude dans cette base-ci. La relation de complétude dans cette base me dit que le projecteur de A plus le projecteur de B plus le projecteur de C est égal à 1. Donc, quand je prends, c'est-à-dire que toutes ces quantités, projecteur de A plus projecteur de B plus projecteur de C, cette quantité-ci est égale à 1. Donc, je peux la mettre ici au milieu. C'est ça la relation de fermeture. L'ensemble des projecteurs dans la base est égal à 1. Je ne sais pas si j'ai déjà insisté dessus. Ceci, quand j'ai cette base-ci et j'écris ça,
Ça veut dire que quoi? Que les trois chemins possibles, que je n'ai que trois chemins possibles. J'ai le chemin A, j'ai le chemin B et j'ai le chemin C. Pour partir d'ici à là, je peux emprunter trois chemins possibles. Le chemin C, le chemin B, le chemin A. Voilà ce que ça représente physiquement. Donc, si je pars de psi à phi en empruntant le chemin A, voilà ce que j'ai. Je pars de psi à B, de psi à phi en empruntant le chemin B. Voici ce que j'obtiens. Je pars de psi à phi en empruntant le chemin C. Bien. On m'a donné quoi? Je connais cette quantité. Non, je connais ça, cette quantité. La projection de psi sur A, la voici. Pour partir de A, c'est-à-dire que ce qui est A, ça c'est l'état final, ce qui est à l'état, c'est l'état initial. Cet état initial à l'état C est le complexe conjugué de ça. Donc c'est pour ça que ici, c'est-à-dire que j'ai ça multiplié par le complexe conjugué là. Cette quantité-ci, je pars de A à phi. Ça c'est 0. Donc 0 multiplié par ceci me donne 0. Je pars de psi à C. C'est cette quantité. Je pars de C à phi. C'est le complexe de cette quantité. Donc ça me donne ça. Et donc la probabilité que je cherche est égale à 1/3. Voilà. Donc, je me résume. Je pars d'ici à là en empruntant trois chemins possibles. Je peux emprunter le chemin de A, le chemin de B et le chemin de C. Ces différents chemins-là sont matérialisés par les amplitudes de probabilité de projection. A, je peux emprunter le chemin B, je peux emprunter le chemin C. Bien. Achevons donc notre cours en revisitant donc le Mach Zehnder, cette fois-ci avec dans l'espace de Hilbert. Mon état initial, c'est-à-dire que ici j'ai mon photon, je vais dire le photon qui emprunte le chemin inférieur. Je l'écris 0, on passe au chemin inférieur, ce qui veut dire que si le photon était au chemin supérieur, il sera matérialisé par un 0 là. Il arrive sur le BS. Ici, mon BS a la face de mon BS ici. Vous observez, vous regardez là, la face du BS ici, c'est-à-dire que la partie où se trouve l'étain se trouve sur la partie supérieure. D'accord? Comme c'est la partie supérieure, alors on écrit sa matrice avec le -1 en position haute. Le deuxième BS qui est là avec l'étain à sa partie inférieure, là, on va écrire son signe 1- ça va être écrit en position inférieure, là. Ici, c'est en position supérieure. Ok. Donc, voilà donc mon schéma. Mathématiquement, ça s'écrit comme ça. On part de la droite à la gauche. Voici le photon à l'état initial. Il rencontre le premier BS qui est là. Le premier BS a son... Il faut toujours très bien observer quand on voit le schéma. Le premier BS a la partie qu'on a dit semi-transparent. Ça veut dire que l'étain se trouve sur la partie haute. Donc elle est représentée par cette amplitude de probabilité. Par la suite, elle rencontre la lame. Comme la lame emprunte le chemin inférieur, alors elle est matérialisée. C'est-à-dire que l'exponentielle, c'est le facteur de phase, se trouve en position inférieure. Parce que la lame, sur ce schéma-ci, est, qu'on le constate là, c'est sur le chemin inférieur. Par la suite, on rencontre le deuxième BS.
Donc la matrice est celle-ci. D'accord? Vous faites tout ceci. À la sortie du BS, vous allez trouver ça. Donc voici l'état de notre objet quantique avant qu'elle n'aille au détecteur. Voilà l'état. Et comme nous avons la phase, ici, on a un facteur de phase. Le facteur de phase, c'est exponentielle IPi. Exponentielle IPi est égal à 1. Donc, ici, on aura l'interférence destructive. Là, on aura l'interférence constructive. Est-ce que vous comprenez? Bien. Pardon. Donc, ici, on a une interférence constructive et là, on a une interférence destructive. Donc, 0%, 1%. Bien. J'espère que vous avez compris. Ainsi s'achève notre cours d'aujourd'hui. Merci.